l'allègement progressif du dispositif militaire sous le contrôle de la commission ad hoc paritaire dans les zones de conflit. On n'a jamais pu alléger puisque je vous ai parlé des incidents qu'il y a dans le pool que les gens ne veulent pas dévoiler, ne veulent pas dénoncer. C'est que aujourd'hui, il y a une guerre qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire le viol de nos enfants. Les petites filles qui sont violées. Il faut qu'on fasse une commission d'enquête pour vérifier tout ça. Dans chaque village, on a des cas de viol. Tous ces militaires qui sont stationnés dans certaines gares ou dans certains villages. Et je le dis en connaissance de cause. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, regard sur les médias. Le mot du président. Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo-Thiassé. Bienvenue à toutes et à tous. La tribune des leaders d'aujourd'hui sera couplée à l'actualité internationale à travers notre rubrique bien connue « Regard sur les médias ». Ce qui se passe à Genève depuis cette septième session du Conseil des droits de l'homme, où nous avons vu défiler de nombreuses personnalités à travers le monde. Et il y a une personnalité qui nous intéresse le plus, qui nous a intéressé le plus parce qu'elle est passée, c'est Madame la Première ministre de la RDC, qui a d'ailleurs rencontré la société civile. C'est par cela que je vais peut-être commencer mon émission d'aujourd'hui, qui sera également consacrée à l'actualité congolaise, notamment sur la nomination de Gustave Ntondo, qui fait des vagues au sein de son parti. Probablement, je vais l'appeler pour d'abord le féliciter et peut-être pour obtenir une interview, qu'on puisse parler de cela. C'est faux. C'est pourquoi je vais donc profiter de cette présentation pour faire d'ailleurs un droit de réponse pour les allégations mensongères contre Maître Moudjileno Massengo qui nous a quittés le 6 janvier 2020. Voici donc 5 ans. Et au nom de la mémoire de ce grand homme, ce juste, ce vertueux, qui aurait eu 92 ans dans 4 jours, le 11 mars, je m'autorise donc de préciser ceci à ceux qui veulent toujours faire le jeu d'un pouvoir médiocre, falsificateur et discriminatoire. En tout cas, je précise ceci. En avril 1992, Maître Moudjileno est nommé directeur général adjoint d'Elf Congo, à la demande de l'État congolais actionnaire. Et cette nomination s'inscrit dans le contexte de la remise à plat des relations entre le Congo et les compagnies pétrolières demandées par la Conférence nationale souveraine. Et le président Pascal Lissouba, élu en 1992, est rapidement aux prises avec les difficultés financières croissantes. On est venu à gager une partie importante des recettes futures, puis a finalement cédé à Elf. Fin 1994, les 25% que l'État détenait dans Elf Congo, supprimant le droit,
le poste de DGA occupé par Maître Aloïse Moudi-Leno Massengo. Donc, en 1995, Maître Moudi-Leno Massengo n'était plus directeur général adjoint d'Elf. Et donc ne pouvait pas participer à l'organisation du coup d'État contre Pascal Lissouba. Cette actualité abondante du premier trimestre de l'année jubilaire 2025 est très abondante. Nous commençons donc par cette intervention du président Emmanuel Macron du 5 mars 2005 qui fait suite donc au revirement de la politique sécuritaire de la nouvelle administration américaine. Trump qui veut faire capituler l'Ukraine et donc faire céder les territoires ukrainiens à l'envahisseur russe. Le président donc Macron précise donc face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. C'est ce qu'il prévient dans son discours que je vous demande donc de suivre en extrait. Je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale et de ses conséquences pour notre pays et pour l'Europe, et cela après plusieurs semaines d'action diplomatique. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés, continue avec la même intensité. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. Dans le même temps, les mêmes États-Unis d'Amérique entendent imposer des tarifs douaniers aux produits venant d'Europe. Enfin, le monde continue d'être sans cesse plus brutal et la menace terroriste ne faiblit pas. Au total, notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 3 ans. Nous avons, dès le premier jour, décidé de soutenir l'Ukraine et de sanctionner la Russie. Et nous avons bien fait, car c'est non seulement le peuple ukrainien qui lutte avec courage pour sa liberté, mais c'est aussi notre sécurité qui est menacée. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien, et c'est la loi du plus fort qui s'applique, et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. L'histoire nous l'a enseigné. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je le regrette très profondément. Et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent avec une Russie redevenue apaisée et pacifique. Mais la situation que je vous décris est celle-là et nous devons faire avec. Alors face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. Il s'agit, sans plus tarder, de prendre des décisions pour l'Ukraine, pour la sécurité des Français, pour la sécurité des Européens. Pour l'Ukraine d'abord. Toutes les initiatives qui aident à la paix vont dans le bon sens et je veux ce soir les saluer.
Nous devons continuer d'aider les Ukrainiens à résister, jusqu'à ce qu'ils puissent négocier avec la Russie une paix solide pour eux-mêmes et pour nous tous. C'est pour cela que le chemin qui mène à la paix ne peut pas passer par l'abandon de l'Ukraine. Bien au contraire. La paix ne peut pas être conclue à n'importe quel prix et sous le diktat russe. La paix ne peut pas être la capitulation de l'Ukraine. Elle ne peut pas être son effondrement. Elle ne peut pas davantage se traduire par un cessez-le-feu qui serait trop fragile. Et pourquoi? Parce que là aussi, nous avons l'expérience du passé. Nous ne pouvons pas oublier que la Russie a commencé d'envahir l'Ukraine dès 2014 et que nous avons alors négocié un cessez-le-feu à Minsk. Et la même Russie n'a pas respecté ce cessez-le-feu. Et nous n'avons pas été capables de maintenir les équilibres, faute de garanties solides. Aujourd'hui, on ne peut plus croire la Russie sur parole. L'Ukraine a droit à la paix et la sécurité pour elle-même, et c'est notre intérêt, et c'est l'intérêt de la sécurité du continent européen. C'est en ce sens que nous travaillons avec nos amis britanniques, allemands et plusieurs autres pays européens. C'est pourquoi vous m'avez vu ces dernières semaines rassembler plusieurs d'entre eux à Paris, aller les retrouver il y a quelques jours à Londres pour consolider les engagements qui sont nécessaires à l'Ukraine. Une fois la paix signée, pour que l'Ukraine ne soit pas à nouveau envahie par la Russie, il nous faut le préparer. Cela passera à coup sûr par un soutien à l'armée ukrainienne dans la durée. Cela passera aussi peut-être par le déploiement de forces européennes. Celles-ci n'iraient pas se battre aujourd'hui, elles n'iraient pas se battre sur la ligne de front, mais elles seraient là, au contraire, une fois la paix signée, pour en garantir le plein respect. Dès la semaine prochaine, nous réunirons à Paris les chefs d'état-major des pays qui souhaitent prendre leurs responsabilités à cet égard. C'est ainsi un plan pour une paix solide, durable, vérifiable, que nous avons préparé avec les Ukrainiens et plusieurs autres partenaires européens, et que j'ai été défendre aux États-Unis il y a 15 jours, et à travers l'Europe. Et je veux croire que les États-Unis resteront à nos côtés. Mais il nous faut être prêts si tel n'était pas le cas. Que la paix en Ukraine soit acquise rapidement ou non, les États européens doivent, compte tenu de la menace russe que je viens de vous décrire, être capables de mieux se défendre et de dissuader toute nouvelle agression. Oui, quoi qu'il advienne, il nous faut nous équiper davantage, hausser notre position de défense, et cela pour la paix même, pour dissuader. À ce titre, nous restons attachés à l'OTAN et à notre partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Mais il nous faut faire plus, renforcer notre indépendance en matière de défense et de sécurité. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Et oui, la menace revient à l'Est. Et l'innocence, en quelque sorte, des 30 dernières années, depuis la chute du mur de Berlin, est désormais révolue. Ça devient passionnant! Passionnant! Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Après avoir suivi ce court extrait de la déclaration d'Emmanuel Macron, nous pouvons dire tout simplement que la communauté internationale et particulièrement les panafricanistes doivent également défendre l'ordre international fondé sur le droit international et les fondements du principe de l'uti possidetis sur l'intangibilité des frontières, comme l'exigent également les autorités de la RDC qui dénoncent l'occupation de l'Est de leur pays par les forces alliées au Rwanda. Maintenant, nous revenons donc à la rencontre de Madame Judith Suminwa Tuluka, qui est économiste et donc la première ministre de la RDC depuis le 12 juin 2024. Cette dame, qui est née le 19 octobre 1967, est très engagée, très courageuse, et s'est exprimée donc devant les responsables de la société civile africaine basée à Genève, où il a précisé que le Rwanda veut uniquement exploiter les ressources
de leur pays illégalement. De passage donc à Genève, Judith Suminoa-Tuluka a appelé au respect du droit international et elle a souligné que plus de 8500 personnes sont mortes depuis le début de l'offensive du M23, soutenue par les troupes rwandaises à l'est du pays. Bon, en tout cas, je vous montre les images, Madame la Première ministre de la RDC, qui a pu s'expliquer auprès de la société civile africaine, qui est basée à Genève, justement, pour parler de la guerre à l'Est. Dans une situation où il y a eu, dès qu'il y a eu l'invasion des troupes rwandaises à Goma, il y a eu interruption d'électricité, problème d'accès à l'eau, encore plus difficile qu'avant. Et donc ça amène au fait qu'on a une population qui est aujourd'hui livrée à elle-même. Comme je vous ai dit, il y a presque un peu plus d'1 million de personnes qui étaient déplacées à Goma, à qui on a demandé de pouvoir regagner en fait leur lieu d'origine, mais sans aucun encadrement, sans aucun appui. Et en même temps, il y a cette situation sanitaire, un nombre de morts incalculable, où un certain nombre se retrouvent encore à la mort, qui ne sont toujours pas enterrés, et avec ces risques d'épidémie. Maintenant, aujourd'hui, le gouvernement n'a pas la possibilité d'accéder directement à ces personnes, vu que ce sont des zones occupées par les RDF et le M23. Nous avions, tout un plan d'urgence qui a été mis en place pour appuyer ces populations-là, avec aussi l'appui de la communauté internationale et en particulier les ONG et les agences onusiennes. Nous avions nous-mêmes un programme à travers le FONARED, le Fonds national pour la réparation des victimes, qui avait commencé déjà même à identifier un certain nombre de victimes là-bas à l'est du pays, particulièrement à Goma et dans les environs, et commencer à regarder, à apporter un certain nombre de programmes de réinsertion socio-économique pour ces personnes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'impossibilité d'intervenir parce que la zone est occupée et nous n'y avons pas accès. D'où la nécessité vraiment d'avoir ce couloir humanitaire, ce corridor humanitaire pour pouvoir accéder à ces personnes. Même avec les organisations humanitaires actuelles, c'est un casse-tête pour eux de pouvoir intervenir directement. Alors évidemment, la décision aussi du gouvernement, du président Trump d'interrompre un certain nombre d'aides au niveau de certaines agences des Nations Unies, aides humanitaires, fait qu'il y a tout un défi. Mais hier, par exemple, en discutant avec le haut commissaire pour les réfugiés, il nous a indiqué que apparemment ils avaient obtenu un waiver du gouvernement américain pour pouvoir avancer pour un certain nombre d'entre. Donc c'est une situation assez critique, mais tant qu'on n'aura pas accès à ces populations-là, ça sera très difficile. Par rapport aux actions et les mesures pour pouvoir appuyer la mission dans la Madame à Genève. Et nous avons lancé le 17 février dernier un appel pour la paix, la sécurité et la protection des civils dans l'est de la RDC, après la tenue de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme, et que nous saluons le travail qui a été abattu par votre représentant permanent auprès des Nations Unies, son Excellence l'ambassadeur Paul, qui fait du bon travail. Et je le félicite pour cette ouverture auprès avec la société. Compléter mon collègue par rapport à la racine de ce conflit. Comme il l'a dit, en 1994, il y a la guerre au Rwanda. Il y a le génocide rwandais et la communauté internationale oblige à la République démocratique du Congo d'accueillir les réfugiés rwandais avec leurs armes
Donc ils sont entrés chez nous avec les armes, ce qui n'est pas acceptable. Aucun pays ne peut recevoir les réfugiés armés. Donc l'armée rwandaise est venue chez nous. Et à l'époque, le président Mobutu ne voulait pas. Il avait vraiment refusé, mais la France a utilisé son veto. Et elle a promis de retourner les réfugiés au Rwanda dans 12 jours. Comme c'était un délai court, Mobutu avait accepté. 2 ans plus tard, ils ne sont toujours pas rentrés. Et Kagame trouve une obligation de demander aux Congolais d'amener les réfugiés à 350 km de la frontière. Au moment où les Congos s'apprêtaient pour les amener à 350, parce qu'ils disaient que s'ils restent sur la frontière, ça fera des problèmes, ils vont commencer à entrer et aller faire des tours. On n'a jamais entendu, même une seule fois, que les réfugiés rwandais sont allés attaquer le Rwanda à partir du Congo. Mais il a créé, à l'époque, il avait créé cette astuce pour qu'on puisse lui accepter d'entrer au Congo pour chercher ses propres réfugiés. C'est comme ça qu'il est arrivé, c'est comme ça que le Rwanda est entré au Congo pour chercher soi-disant des réfugiés. Un mois plus tard, pendant qu'ils étaient là, ils ont changé, ce n'était plus les réfugiés, il fallait détruire la dictature de Mobutu. Ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa. À partir de Kinshasa, le président Mzee Kabila, qui était établi par les Rwandais, il n'est plus le meilleur, il faut le changer pour mettre un Tutsi à la place, ou un Rwandais. Le problème des Tutsis, ça n'a jamais été une question pour que les gens meurent au Congo. Les Banyamulenge sont là, c'est nos frères, nous les acceptons, c'est des Congolais à part entière, et ça n'a jamais été un problème, comme mon collègue vient de le dire. Nous avons des ministres, nous avons des officiers généraux, et ça, ce n'est pas un problème. Mais Kagame a toujours créé des astuces, des raisons pour pérenniser son pillage et les violences au Congo. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Bon, bah, c'est pas tout ça où j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Mais sachez que les panafricanistes dignes de ce nom sont derrière les autorités de la RDC pour défendre l'intégrité territoriale de ce pays. On ne peut pas se voiler la face, on ne peut pas aussi se comporter comme Trump, comme on dit, parce que tout le monde en image cette altercation entre le duo américain, parce que le duo, il faut parler comme ça, le duo présidentiel américain, c'est-à-dire composé de Trump et Vance, et le président ukrainien. Et nous avons eu l'impression que Trump s'est bien comporté en véritable colon qui veut pousser à l'asservissement néocolonial en fait de Trump vis-à-vis de Zelensky. Parce que nous avons tous été stupéfaits, parce qu'on ne peut pas prétendre faire la paix en 24 heures en proposant une capitulation. Et aujourd'hui, nous comprenons que le président américain s'est vraiment aligné sur la Russie, puisque c'est vrai que c'est un businessman, mais on ne peut pas faire le business sur le dos des Ukrainiens. Et Trump est en train de vouloir instaurer le nouveau désordre mondial qui veut que les pays soient exploités, privés de leurs ressources naturelles, quel que soit le problème. C'est pour cela que nous, en tant que panafricanistes, nous ne pouvons pas être d'accord avec ce genre de pratique, puisque les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 de la Charte africaine des droits de l'homme
encadre bien ce problème de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, notamment la souveraineté également en matière de ressources naturelles. Alors donc l'autre point que je veux également évoquer, après avoir suivi cette intervention de Madame Judith Suminoa-Tuluka, je veux parler des manœuvres de Sassou Nguesso par rapport aux partis politiques. Et je pense que le parti de Pasteur Ntoumi serait également aujourd'hui en difficulté, comme l'a été le MCDDI et l'UPADES, que Sassou Nguesso a fait diviser volontairement, comme il le fait. Tant que Sassou sera au pouvoir, tous les partis politiques qui se réclament de l'opposition connaîtront des agonies, division ou disparition définitive. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas encore le cas du Conseil national des Républicains. Donc, je veux passer sur l'autre sujet qui est aussi important. C'est celui, justement, je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qui se passe au Congo est étrange. Parce que il faut se dire que Sassou n'a jamais respecté ses propres accords. Je comprenais là où il voulait en venir. Il a attendu 7 ans pour respecter son fameux cessez-le-feu et la cessation des hostilités. Ces accords qui ont été signés le 27 décembre 2017 entre donc le gouvernement de la République du Congo et le révérend Pasteur Ntoumi. C'est la stipulation, l'intitulé même de ces accords. Accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le département du Poul entre le gouvernement de la République du Congo et le révérend Pasteur Ntoumi. Déjà, l'intitulé est faussé. Je vous lis ces accords parce que c'est très important à comprendre. C'est pour ça que je les ai condamnés. Je n'ai jamais accepté ces accords parce que pour moi, ce sont des accords qui ont d'ailleurs détruit le Poul. Ça continue de détruire le Poul parce que je vous dis, les campements qu'on a mis ont fait plus de dégâts que la guerre. Tous ces militaires qu'on a mis dans chaque village et tout, ben ils ont fait des enfants du Poul, notamment les filles du Poul, leurs esclaves. On voit dans les villages des petites filles de 12, 13, 14 ans qui sont enceintes par les militaires qui sont non loin de leur village. Et ça, il faudrait qu'on en tienne compte. En tout cas, les deux parties devaient s'engager pour le révérend Pasteur Ntoumi, donc Binsamou Frédéric, à cesser le feu et à arrêter les hostilités, ce qui a été fait. À faciliter le ramassage des armes détenues par les ex-combattants et les remettre à la commission et aux institutions habilitées, ce qui a été fait, semble-t-il. Ne crée aucune entrave à tout processus conduisant au rétablissement de l'autorité de l'État dans le département du Poul. Ce qui a été fait puisque les élections ont été organisées à 2 reprises. Donc, à la libre circulation des personnes, des biens et des services dans le département du Poul, notamment sur les rails, les routes nationales et secondaires. Ce qui a été fait puisque les routes, les véhicules circulent et les trains circulent également. Au déploiement de la force publique dans le département du Poul. Ce qui est aberrant. Vous rentrez en guerre et on redéploie la force publique dans le département du Poul. Est-ce que dans toutes les régions, on a pu déployer la force publique? Non. Voilà, donc ça c'est déjà un point qui ne devait pas rentrer dans des clauses. La force publique, elle reste dans son cadre. S'il y a un poste militaire là-bas, il y en a un dans chaque district ou je ne sais pas comment, mais on ne peut pas mettre partout parce que le Poul, c'est un camp retranché. Alors,
Pour le gouvernement, donc, ces accords précisent que le gouvernement devait garantir la sérénité, l'application et le parachèvement du processus de paix. La mise en place d'une commission ad hoc mixte paritaire pour veiller à la poursuite du processus de paix et à l'application stricte du présent accord. Probablement ça a été fait, puisque l'Intondo était maintenant basé à Brazzaville, probablement pour surveiller tout ça. Le processus de démobilisation, de réinsertion professionnelle, sociale et économique des ex-combattants après le ramassage des armes. Ce qui n'a jamais été fait. L'allègement progressif du dispositif militaire sous le contrôle de la commission ad hoc paritaire dans les zones de conflit. On n'a jamais pu alléger puisque je vous ai parlé des incidents qu'il y a dans le pool que les gens ne veulent pas dévoiler, ne veulent pas dénoncer. C'est que aujourd'hui, il y a une guerre qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire le viol de nos enfants, des petites filles qui sont violées. Il faut qu'on fasse une commission d'enquête pour vérifier tout ça. Dans chaque village, on a des cas de viol. Tous ces militaires qui sont stationnés dans certaines gares ou dans certains villages. Et je le dis en connaissance de cause parce que c'est une enquête qui a été menée par des organisations depuis un certain temps. Vous savez très bien que la durée justement, l'attente de cette réinstallation de la population dans leur localité d'origine, elle se fait attendre. Elle est longue. Il n'y a pas véritablement une libre circulation des personnes et des biens et des services dans le département du Poul dès l'instant où nous avons une prolifération des bases militaires. Donc ces accords qui ont été signés le 23 décembre 2017 pour le compte du gouvernement, au lieu que ce soit même un ministre, non, par ordre, c'est le conseiller à la sécurité du ministre de l'Intérieur, un certain François Ndé. Et pour le révérend pasteur Ntoumi, et par ordre, c'est son représentant, Jean-Gustave Ntondo. Celui-là même qui vient d'être nommé au sein du Haut Commissariat à la réinsertion des ex-combattants et du comité de suivi de la paix et de la reconstruction du Congo. Donc, Gustave Ntondo, que je vais peut-être avoir au téléphone tout à l'heure, parce qu'il faudrait que je le téléphone, que je le félicite pour sa nomination le 21 février dernier au poste de haut-commissaire adjoint à la réinsertion. C'est un poste important. Je pense qu'ils vont se mettre à l'œuvre et nous allons discuter justement, si possible, de ce qu'il va faire. Et je vais lui prodiguer également des conseils par rapport à tout ce que je viens de dire, parce qu'aujourd'hui, les enfants du Poul, pour la plupart, sont des enfants désœuvrés. Donc, le Poul est sinistré sur tous les plans. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que les fonds qui sont débloqués, que ce soit par la communauté internationale, que par le gouvernement, soient justement dépensés pour la réinsertion des ex-combattants, des populations. Aujourd'hui, la région du Poul est une région sinistrée. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Je vais donc tenter d'appeler Gustave Ntondo, qui va peut-être nous dire ce qu'il pense. Allô? Oui, bonjour Gustave, comment vas-tu? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va, merci. Bon, je voulais d'abord te féliciter pour ta nomination en tant que haut-commissaire adjoint à la réinsertion. En tout cas, je voudrais en savoir un peu plus parce que il y a eu une polémique dans les réseaux sociaux. J'ai vu un courrier qui est passé. Est-ce que tu peux m'en dire un mot? On fait mode radio, on fait mode radio. D'accord. Bon, c'est vrai que nous en arrivons là, étant donné que nous avons suivi en fait un parcours rigoureux dans les enjeux des négociations qui ont eu lieu au sein de la commission ad hoc mixte et paritaire. Comme vous le savez, ces négociations ont été
été encadré par les deux co-signataires de l'appel, le président de la République et le révérend pasteur Ntoumi. C'est ce travail qui poursuit son cheminement indispensable dans un déploiement de raisonnement, j'allais dire, dans le sens de l'éclosion d'une réinsertion que nous attendons tous, en tout cas pour le bonheur des bénéficiaires. Voilà, bon, maintenant, les gens, c'est vrai qu'ils parlent. J'ai été nommé pour cela dans une institution qui est le Haut Commissariat à la réinsertion des ex-combattants. Cette institution a été mise en place sur la base des recommandations de l'ONU. C'est une structure technique du gouvernement habilitée à faire ce travail, le travail de la réinsertion. Bon, mais cette réinsertion avait été prévue dans l'accord que nous avions signé à Kinkala. Et donc, eh bien, comme j'ai dit, nous en arrivons là. Il faut aller donc vers la réinsertion pour le bonheur de nos compatriotes bénéficiaires de cette réinsertion. J'ai donc été nommé sur la proposition du révérend pasteur Ntoumi. Bon, les gens disent ce qu'ils veulent, mais j'ai bel et bien été proposé au poste de haut commissaire adjoint à la réinsertion des ex-combattants par le révérend pasteur Ntoumi. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Je pense que si un secrétaire général du parti signe une lettre, ça veut dire soit il y a une dissidence, ou soit les gens n'ont pas pu se coordonner, ou bien c'est un faux. Donc il faudrait quand même que tu essaies d'éclaircir cette situation, parce que déjà depuis la signature des fameux accords, je pense que ce sont ces accords de 23 décembre 2017, si je comprends bien. Tout à fait. Bon, voilà. Et puis on a attendu pratiquement, il faut le dire, hein, on a attendu pratiquement plus de 4 ans avant que se concrétise. Ah oui, avant se concrétise justement cette première partie des accords, parce qu'après tout, la réinsertion n'est qu'une partie des accords. Il fallait aussi tenir compte du statut du révérend pasteur Ntoumi qu'il a toujours exigé. Bon, donc je voudrais quand même que tu apportes beaucoup plus d'éclaircissements sur cette lettre, cette correspondance avec, dirais-je, les symboles du parti, du CNR, avec le cachet du secrétaire général. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce qu'il y a une brouille au sein du parti? Bien, la lettre, je l'ai découvert moi aussi sur les réseaux sociaux, alors qu'en tant que membre de ce parti, j'aurais dû être informé à l'avance et faire partie de la concertation pour sa mise en place, en tout cas pour son écriture. Mais j'apprends que le secrétaire général est à Pointe-Noire. Bon, avec les moyens modernes, ils ont dû se mettre d'accord. Mais d'après ce que nous apprenons, le secrétaire général aurait simplement envoyé la signature. Et puis, bon, la concertation a eu lieu ailleurs. Et le secrétaire général n'étant pas vraiment au courant du contenu réel de cette correspondance, il y a déjà, au départ de cette procédure, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Moi, je trouve que ça ne va pas. Le secrétaire général envoie la signature et les autres font, j'allais dire, ce qu'ils veulent. Parce que le secrétaire général sait très bien que j'ai été proposé à ce poste de haut commissaire par le révérend pasteur Ntoumi. Et donc, la lettre a été faite, la lettre, en tout cas, une déclaration. Bon, je dirais que on dirait que le réseau ne semble... Oui.
On a un problème de réseau là maintenant. Je pense qu'on a... Parce qu'il y a des coupures, il y a des coupures. Tu peux reprendre là où tu as dit que, bon, tu as été désigné par le révérend pasteur Ntoumi pour le représenter, si tu veux, la structure, le CNR. Voilà. Oui. J'ai été effectivement désigné par le révérend pasteur Ntoumi qui a envoyé une correspondance auprès de la présidence pour cela et le secrétaire général le sait très bien. Et si donc cette lettre ou déclaration a été faite avec les termes que nous connaissons, cela veut dire que le secrétaire général n'est pas au courant du contenu de cette dite déclaration. Alors, déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le secrétaire général n'est pas à Brazzaville. Il aurait envoyé simplement sa signature sur un bout de papier vierge, et puis les autres, ces deux suivants, on va dire, en fait le contenu, on fait la lettre sans l'avis, sans le consentement, sans la complicité du secrétaire général. Et pourtant, c'est sa signature qui se trouve au bas de la lettre. Je trouve que cela n'est pas correct. Je trouve que cela n'est pas correct parce que je sais que le secrétaire général sait que ma nomination a été proposée par le révérend pasteur Ntoumi. Oui. Bon, je ne voudrais pas parler des autres points qui figurent dans la fameuse déclaration. Je parle de ce qui me concerne. Hein. En ce qui me concerne, en tout cas, de toute façon, nous avons un accord. Nous avons un accord de paix qui est, on va dire, la direction de ce que nous devons faire. Cet accord s'articule autour, on va dire, des engagements. Les co-signataires de l'accord s'engagent à contribuer au rétablissement et à la consolidation de la paix. Et les engagements des co-signataires de cet accord ne sont pas les mêmes. Vous avez dans un premier point le révérend pasteur Ntoumi qui s'engage à cesser le feu, à arrêter les hostilités. Bon, l'accord, je ne sais pas si les gens ne lisent pas l'accord. Au deuxième point, c'est le gouvernement qui s'engage à garantir le processus de démobilisation, de réinsertion professionnelle, sociale et économique des ex-combattants après le ramassage des armes. C'est le travail du gouvernement. C'est au gouvernement de nommer, c'est au gouvernement de s'occuper de la réinsertion. Ça, c'est l'affaire du gouvernement et ça n'a rien à voir avec nous. Malgré cela, nonobstant ces assertions, le révérend pasteur Ntoumi a quand même pris le temps d'écrire auprès de la présidente de la République pour proposer mon nom à la fonction de haut commissaire adjoint à la réinsertion des ex-combattants. Bon, alors moi, vous savez, j'avais critiqué ces accords du 23 décembre 2017 parce que pour moi, ces accords n'étaient pas élargis à toute l'opposition parce que la résistance n'était pas uniquement une résistance du CNR, c'était la résistance, si tu veux, de la population qui était contre le hold-up électoral et contre tout ce qui s'est passé justement, le changement de constitution et tout ça, parce que c'est ce que moi j'ai compris par rapport à cette résistance d'avril 2016 à décembre 2017. Alors, maintenant que nous savons qu'il y a eu une certaine évolution, on a attendu presque 5 ans pour... non, peut-être pas 5 ans, on a attendu 8 ans. 8 ans pour faire aboutir justement ces accords. Parce que, bon, j'ai l'impression qu'on a voulu vous fatiguer. Et il y a toujours la spéculation. Il y a ce qui se dit dans les villages,
dans les villes et à l'étranger. Alors, je voulais savoir, en quoi va consister votre travail au niveau de la réinsertion? Oui, déjà, au niveau de cette réinsertion, comme vous venez de dire, les populations ont été prises en compte. Il n'y a pas que les ex-combattants qui vont bénéficier de la réinsertion. Il y a aussi les populations qui ont souffert pendant ces moments difficiles, et ces populations vont être prises en compte par cette réinsertion. Mais la réinsertion, bon, c'est vrai que moi je viens à peine d'être nommé, un programme a été mis en place par le Haut Commissariat à la réinsertion justement des ex-combattants et le représentant de la structure technique de l'ONU qui est le PNUD. Ils ont travaillé ensemble pour ce qui va se faire au sujet de cette réinsertion. Bon, moi j'arrive à peine dans cette maison, et ben je vais prendre connaissance de ce programme maintenant, et là je ne peux pas vraiment vous en parler parce que j'arrive nouvellement dans la maison. Le travail a déjà été fait, je vais le consulter, je vais le regarder, je ne sais pas si j'aurai le droit de l'amender, mais je pense que s'il y a des petites choses qu'il faut amender, je pourrais éventuellement le faire. Mais j'espère que le travail a été bien fait. Il y a une préoccupation. Que le travail a été bien fait. Pardon? Il y a une préoccupation justement, c'est le désœuvrement des jeunes, surtout du pôle, notamment les jeunes qui sont déscolarisés. Il faut les remettre à l'école, pour ceux qu'on doit remettre à l'école. Il faut que tous les enfants soient considérés comme des pupilles de la nation, que c'est-à-dire supportés par l'État. Donc il faudrait qu'il y ait des programmes comme ça. Si ce n'est que pour... bon, c'est vrai, l'aspect agricole, c'est une bonne chose pour occuper les plus âgés, mais les enfants doivent être supportés. Nous, par exemple, nous avons grandi, on était considérés comme des pupilles de la nation parce qu'on ne payait rien, de l'école primaire jusqu'à l'université, pratiquement. Donc, il faudrait éviter à ce que on déplace le problème. Le problème du pôle, c'est le fait que les enfants ont été marginalisés. Les enfants ont été abandonnés. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de la réinsertion, on doit tenir compte de l'éducation des enfants. Vraiment, j'insiste pour qu'on applique les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que l'enseignement fondamental est gratuit. Hein? Donc, il faut exiger la gratuité de l'enseignement fondamental pour que les enfants du pôle... Surtout dans une région comme ou un département comme le Poul qui sort de ces moments difficiles et qui a besoin effectivement on va dire de rattraper son retard par rapport aux autres départements du pays. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a ça. Bon, je tiens pas à vous donner le plan. Bon, moi j'ai une petite idée justement sur la réinsertion. Je relève seulement ceci, que ce qui est fondamental dans le Poul, c'est l'éducation des enfants. C'est s'occuper... Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Ouais, c'est l'éducation des enfants pour faire, comme on dit, émerger une autre génération hein, qui va être plus consciente, hein, qui va porter sur le travail. Parce que c'est ça le problème. C'est parce que les jeunes ont été désœuvrés également en voyant les injustices qu'ils ont pris des armes. Parce que, comme on le dit toujours, les gens se révoltent lorsque ils ne retrouvent pas leurs droits. Ils ne rentrent pas dans leurs droits, comme on dit. Donc, tout à fait. Il est nécessaire que vous fassiez ce travail correctement. En tout cas, pour cet éclairage, bon, je ne sais pas quel point je veux dire encore. En fait, qu'est-ce qui a fait que, depuis le 23 décembre 2017, on a attendu presque 8 ans, 7 ans et demi, pour qu'on vous nomme à ce poste et pour que la réinsertion soit effective. Bon, elle va démarrer. Bon, la question que vous posez, vous feriez mieux de la poser au gouvernement parce que c'est... Mais nous l'avons toujours posé parce que nous savons très bien que
nous savons très bien que le gouvernement, bon, nous n'acceptons pas ce gouvernement parce que d'abord de un, il y a une mauvaise gouvernance au pays. On voit très bien avec ce qui se passe. Bon, on va pas discuter là-dessus, hein, parce que vous avez aussi l'obligation de réserve depuis que vous avez été nommé. Donc, vous êtes obligé de vous concentrer sur votre domaine, celui donc d'aider les gens à leur réinsertion dans la vie pratique, dans la vie tout court. Hein, parce que n'oubliez pas les enfants, n'oubliez pas leur maman, n'oubliez pas les plus âgés, les personnes vraiment vulnérables, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, n'oubliez pas aussi de soutenir toutes les familles qui ont été endeuillées. Ça, c'est très important. Exactement. Ça, c'est très important à faire. Oui. Reconstruire les villages. Déjà, oui, tout à fait. Oui, dans la liste des bénéficiaires, justement, ces personnes-là ont été prises en compte. Même si je n'ai pas tous les éléments sous les yeux, je viens à peine d'être nommé dans cette institution. Mais je sais que beaucoup de personnes vulnérables, mis à part les ex-combattants, ont été prises en compte dans cette réinsertion. Et donc, ces personnes vont bénéficier de la réinsertion. Voilà. En tout cas, je prends bonne note de vos conseils et de vos suggestions. Et puis, bon, dans le travail que je vais apporter dans cette institution, eh bien, je ferai le nécessaire pour qu'il soit pris en compte. Oui, merci en tout cas, parce que dans mon ouvrage, j'ai porté des critiques sur toi, hein, parce que j'avais dit que tu aurais pu faire attention par rapport aux accords qui ont été signés, parce que tu étais le plus outillé justement, mais malheureusement, bon, vous savez, vous avez fait des accords d'une façon clandestine, sans associer la communauté internationale, sans qu'il y ait une négociation ou sans arbitrage international, ni participation de toutes les forces vives de la nation, y compris les confessions religieuses et les partis politiques. Et tous étaient absents. C'est votre point de vue. Ah oui, mais parce que... C'est votre point de vue. Non, mais c'était comme ça. Votre point de vue, nous avons vu la chose autrement. Oui, mais justement, on ne peut pas faire signer des accords lorsque vous êtes deux protagonistes. Donc, les deux belligérants, ils s'assoient sur une table pour signer des accords sans qu'il y ait un témoin, sans qu'il y ait un arbitrage. Non, ça se passe pas, c'est nulle part. Donc, ça veut dire qu'il y aura quelqu'un qui va avaler l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que pendant ces 7 ans et demi, qu'est-ce que le pouvoir a fait? C'est de vous faire attendre. Entre-temps, ils ont creusé. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, les bases ont été démontées. Tous ces campements militaires qui sont dans la région du Poul ont été démontés. Non. Le Poul reste, dirais-je, une région ou un département assiégé. Est-ce que ça, c'est pris en compte? Parce que c'est ça aussi qui a peur les gens. C'est ça aussi qui ne rassure pas les populations. Lorsque, à chaque coin de rue, à chaque coin de village, ils ont une base militaire. Mais ça, ils ne peuvent pas travailler en toute quiétude. C'est tout ça qu'il faut voir. Bon, en tout cas, ça, ce sont des aspects purement politiques, puisque vous avez dit que cela dépend du gouvernement, parce que c'est lui qui a pratiquement les clés de la porte. Donc, faites ouvrir cette porte aux populations du Poul pour qu'elles puissent se sentir intégrées, qu'elles puissent se sentir en sécurité, qu'elles puissent également se sentir dans une nation. Oui, mais justement, dans le cadre de ces campements militaires, il faut recenser toutes les exactions, les crimes, les viols commis pendant ce temps, soi-disant d'accalmie, où il y a encore la présence justement de ces bases militaires qui devaient normalement, selon les accords, être réduits. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
selon les accords, on devait justement alléger progressivement le dispositif militaire. Or, d'après les informations que nous avons, et dans la pratique, nous savons très bien qu'au contraire, ce dispositif a été grossi. Au lieu que ça soit allégé, non. Le pôle est un camp de concentration. Et nous le dénonçons. Donc c'est à vous de voir comment vous allez régler ce problème. Parce que pour moi, il y a une pseudo-paix. De nombreuses filles, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été violées et enceintées dans les villages, là où sont justement stationnés ce que je peux appeler aujourd'hui les mercenaires Cobra. Parce que nous n'avons pas une armée, nous avons une armée tribale ou régionale qui est présente dans le pôle. Parce que si les gens étaient en adéquation avec eux-mêmes, en harmonie et tout, mais ils auraient pu effectivement envoyer les militaires ressortissants de cette zone. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, le dispositif militaire qui est là sous le contrôle, justement, qui devait être sous le contrôle de la commission ad hoc, mixte paritaire, dans les zones de conflit, doit tenir compte de la réglementation internationale en matière de normes relatives aux droits de l'homme et leur application pratique au niveau de la force publique. Parce que nous savons très bien que la police doit assurer la protection de la sécurité publique et des droits de toutes les personnes. Et aujourd'hui, tout service chargé justement de l'application des lois devait être représentatif de la collectivité dans son ensemble, répondre à ses besoins et être responsable devant elle. Est-ce que c'est le cas au Congo par rapport à ce qui se passe? Ça m'étonnerait. En tout cas, tous les fonctionnaires de police, que ce soit de l'armée, font partie de la collectivité et ont donc l'obligation de la servir. Or, ce n'est pas le cas. Les viols constatés, nous allons effectivement les consigner comme étant également un crime en temps de paix. Je ne veux pas tellement développer cette question, mais nous avons fait de nombreuses émissions pour parler des normes relatives aux droits de l'homme et leur application au niveau pratique. Parce qu'aujourd'hui, la force publique ne respecte pas justement les dispositions, même nationales ou internationales. Et aujourd'hui, nous savons très bien qu'au pays, le Congo, c'est un pays qui pratique la discrimination. C'est pour ça que j'ai toujours exigé, moi, personnellement, la fédération. Et c'est très important, si chaque région pouvait être considérée comme une entité fédérée, je pense qu'il n'y aura plus de conflits de ce genre dans le pays. En tout cas, c'est ma conclusion. Je vous remercie. Allez, merci beaucoup. Je vous remercie. En tout cas, je vous souhaite... J'ai pris bonne note de vos suggestions et bien, à la prochaine alors. Oui, surtout, bon courage et surtout bon travail, bon vent. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, mon cher Tondo. Merci. Après donc mon entretien avec Gustave Ntondo, qui nous a rassuré sur les conditions de sa nomination et la portée de la lettre attribuée à son secrétaire général, nous profitons donc de cette situation pour dire aux gens de ne jamais induire en erreur le public par les propos mensongers. C'est pour ça que nous mettons en garde à tous les détracteurs et menteurs professionnels qui polluent l'environnement avec leurs grossiers mensonges dictés par une haine viscérale contre les gens justes, vertueux et respectueux de la primauté du droit et œuvrant pour la manifestation, l'amour du prochain. Je ne veux pas citer certaines chaînes ou certaines personnes qui ont donné la parole à des personnes qui ont voulu justement salir la mémoire de Maître Modileno Masengo, à qui on a fait dire qu'il a contribué justement à la chute de Pascal Lissouba en étant en collaboration avec Elf. C'est faux.
C'est pourquoi je vais donc profiter de cette présentation pour faire d'ailleurs un droit de réponse pour les allégations mensongères contre Maître Moudjile Nomassengo qui nous a quittés le 6 janvier 2020. Voici donc 5 ans. Et au nom de la mémoire de ce grand homme, ce juste, ce vertueux, qui aurait eu 92 ans dans 4 jours, le 11 mars, je m'autorise donc de préciser ceci à ceux qui veulent toujours faire le jeu d'un pouvoir médiocre, falsificateur et discriminatoire. En tout cas, je précise ceci. En avril 1992, Maître Moudjile No est nommé directeur général adjoint d'Elf Congo, à la demande de l'État congolais actionnaire. Et cette nomination s'inscrit dans le contexte de la remise à plat des relations entre le Congo et les compagnies pétrolières demandées par la Conférence nationale souveraine. La gestion du pétrole étant jusqu'alors organisée par des conventions considérées par certains comme étant très asymétriques et objet de peu de vigilance de la part des différents directeurs généraux adjoints de complaisance nommés par la partie congolaise. Donc après avoir réussi à renégocier la part de recettes pétrolières versée à l'État congolais, le président Pascal Lissouba, élu en 1992, est rapidement aux prises avec les difficultés financières croissantes. On est venu à gager une partie importante des recettes futures, puis a finalement cédé à Elf. Fin 1994, les 25% que l'État détenait dans Elf Congo, supprimant le droit, le poste de DGA occupé par Maître Aloïse Moudjile Nomassengo. Donc, en 1995, Maître Moudjile Nomassengo n'était plus directeur général adjoint d'Elf et donc ne pouvait pas participer à l'organisation du coup d'État contre Pascal Lissouba. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, je vous remercie. Et je remercie plutôt tous ceux qui œuvrent pour faire échec à la désinformation. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105. Vous fait voyager. Maintenant. Forum FM 105. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Forum FM 105. Moi j'aime. Elle joue les tubes. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment tous les tubes. Forum FM 105.8. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment tous les tubes. Forum FM 105. PDG Massengo, tiens c'est papa.